une production Binge Audio, évidemment. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. C'est la rentrée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. C'est déjà la 3e saison et nous tenons à vous remercier de nous écouter, de nous avoir accompagnés d'un épisode à l'autre. Nous sommes très fiers de vous proposer notre éclairage sur des questions qui restent encore tabous en France. Nous sommes en effet très heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle saison au cours de laquelle nous vous offrirons quelques surprises, parmi lesquelles des épisodes délocalisés et des invités comme vous les aimez. Comme vous le savez, ici dans Kiffe ta race, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir et tout ça sans complexe. Lorsque nous avons lancé ce podcast il y a 2 ans, nous avons proposé à l'universitaire Maboula Soumaoro de décortiquer avec nous la notion de race. La saison suivante, elle est à nouveau venue, cette fois-ci pour définir la notion d'appropriation culturelle. Nous nous sommes donc dit qu'elle serait la parfaite invitée pour inaugurer cette nouvelle saison et analyser avec nous le tournant que la France vit actuellement dans l'évocation des questions raciales qui la tenaillent. Alors notre invitée, que l'on peut désormais considérer comme la marraine de Kiffe ta race. J'allais vous le proposer. On a senti la pression. Ouais. C'est du bon. C'est donc Maboula Soumaoro, vous l'avez deviné. Salut Maboula. Salut Maboula. Salut Grace, salut Rokhaya. Alors tu es civilisationniste, maîtresse de conférences à l'université François Rabelais de Tours. Nous tenons à te féliciter pour la parution de ton premier livre en février dernier qui s'intitule « Le triangle et l'hexagone » aux éditions La Découverte. Merci. Alors Maboula, comme tu es familière de Kiffe ta race, tu sais que nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'ils ou elles se définissent sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme asiatique et moi comme noire. Donc Maboula, à chaque fois que tu es venue ici, tu nous as dit que tu étais noire. On a décidé de te laisser une dernière chance. Est-ce que c'est ton dernier mot ? Pour la 3e fois, en public, pour Kiffe ta race et votre public international, je vais dire que oui, je suis toujours noire. Je suis noire plus que jamais même, j'ai envie de dire. J'ai écrit « I'm black with 7K », donc je suis noire et je suis africaine et je suis plein d'autres choses, mais parmi ces choses, bien sûr que je suis noire et africaine, ouais. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Elle radote un peu, je trouve. Hein. Ouais, oui, en plus, j'ai pensé à ça avant de venir. Je me disais, elles vont me poser cette question. Est-ce que je devrais faire genre, j'ai évolué? Ouais. Et puis... Est-ce que tu t'es assimilée à l'universalisme républicain? Je dirais simplement qu'on peut être noire et française, si c'est ça qu'il faut le dire. Je suis française aussi. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Je suis ivoirienne aussi. Je suis plein d'autres choses. Mais en tout cas, parmi ces choses, je suis vraiment noire. Et j'y tiens en plus. D'accord. Et j'aime. Et ce n'est pas un problème. Et je choisis d'être noire. Je ne suis pas seulement noire, genre perçue et définie comme telle. Moi, je suis contente d'être noire. J'ai choisi d'être noire. Très bien. Eh bien, du coup, tu en parles dans ton livre aussi. Hein, je pense qu'on peut dévoiler ce spoiler pour les personnes qui n'auraient pas encore lu et qu'il faudrait qu'elles se précipitent sur ton livre. Ton livre s'appelle « Le triangle et l'hexagone », en référence à l'hexagone de la France et du triangle au centre du commerce esclavagiste entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Mais aussi, surtout à ton parcours de femme d'origine ivoirienne, comme tu nous disais, née en France et ayant étudié en France et aux États-Unis. Donc, peux-tu nous raconter comment ces territoires se sont regardés en miroir dans ton parcours? Dans mon parcours, en fait, vraiment, peut-être que je devrais commencer par le titre, parce que le triangle et l'hexagone, c'était pas si clair, même pour la maison d'édition, alors que c'était vraiment un titre auquel je tenais, vu qu'on me disait, en fait, que ça serait un titre trop obscur, qu'on comprendrait l'hexagone. Ce qui est quand même un peu osé. Obscur, c'est trop sombre, c'est trop noir peut-être. Non, en plus je commençais cool, Rokhaya Diallo, je commençais tranquille, il n'y avait pas de scud à lancer. Non, en fait, on me disait que ça n'allait pas être compréhensible du grand public, en fait, qu'on connaissait l'hexagone, mais qu'on connaissait pas le triangle. Et moi, je me suis dit que justement, c'était l'occasion de parler. Enfin, je vais pas dire que je suis la première, pas du tout. Je m'inscris vraiment dans une longue tradition et généalogique intellectuelle et universitaire. Mais en tout cas, qu'il était temps de parler du triangle, c'est-à-dire d'un espace plus large, un espace élargi,
au sein duquel se trouve l'Hexagone. Donc l'Hexagone, c'est la France européenne, la France qui est décrite de manière un peu géométrique, mais qui exclurait même la Corse. Et quand on pense à cette France, vu que moi, je suis d'origine ivoirienne, je sais déjà que la France, elle s'est trouvée dans d'autres parties du monde. Et donc, elle s'est trouvée dans d'autres parties du monde, ce qui nous mène à l'histoire du colonialisme. Et elle se trouve aujourd'hui encore dans d'autres parties du monde, ce qui nous mène à soit une histoire post-coloniale ou soit une histoire néocoloniale. Donc, quand on pense à La Réunion, quand on pense à Mayotte, à la Polynésie française, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, par exemple, des endroits comme ça, on oublie qu'ils font partie de la France. Donc, si on les prend vraiment ces territoires actuels, ces territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, si on considère qu'ils sont vraiment français, en tout cas pour la France, ils sont français, ils contribuent notamment à la géopolitique française. La France est l'une des puissances maritimes les plus dominantes dans le monde. C'est la deuxième. C'est la deuxième en termes de surface maritime. Exactement. Pour un tout petit pays comme ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle est présente dans plusieurs pays, dans plusieurs mers, dans plusieurs continents, dans plusieurs océans du monde. Et cette histoire-là, cette France extra-hexagonale, cette France extra-européenne, nous renvoie à cette histoire du colonialisme, à cette histoire de l'esclavagisme. Et il faut en parler, il faut le savoir. Il y a des personnes qui le vivent, qui le savent depuis longtemps, mais parfois, depuis l'Hexagone, c'est un peu flou, en fait, cette on va dire, étalement de la France à travers le monde. Comme ça, on parle de la francophonie, on parle de la puissance maritime de la France, on parle de la France en tant que puissance économique, sans faire le lien avec cette géographie qui dépasse l'Europe. Et justement, ce triangle-là, il a eu un rôle extrêmement central dans ton parcours, dans ta trajectoire personnelle, ta trajectoire aussi universitaire. Comment, avant d'aller aux États-Unis, tu regardais les États-Unis depuis la France et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce pays? Est-ce que tu peux nous dire aussi quel rôle ont joué les États-Unis dans l'appréhension de ton identité noire? Alors, au départ, moi, quand je grandis en France, je suis enfant d'immigrés, ce qu'on appelle, en France, les immigrés de la deuxième génération, ce qui est une ineptie totale. On n'immigre pas sur 2 générations. Moi, j'ai immigré ailleurs, mais mes parents sont les immigrés. Moi, je descends d'immigrés, mais je n'ai pas migré en France. Ouais, je suis née... Immigré, c'est un mouvement. Tu es voilà. né ici, donc a priori... Moi, je suis née ici. Donc, dans ces débats sur le droit du sol et le droit du sang, peut-être que je n'ai pas le sang. Et encore, ça se discute, mais en tout cas, j'ai le sol. Et je suis même parisienne, tu vois, je suis française. Donc, au départ, quand moi je grandis en France, dans les années 80, je suis un peu comme tout le monde. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a cette question de la double culture. Chez moi, c'est vraiment la Côte d'Ivoire. Chez moi, c'est vraiment le bled, c'est vraiment l'Afrique. On mange différemment. Ma mère parle le djoula, on est djoula. Mais par contre, dehors, je suis en France et je trouve ça hyper exotique, hyper intéressant parce que c'est pas du tout mon mode de vie intime et familial. Mais comme je fais partie de cette France et que je vais à l'école et que j'ai des amis et que voilà, on se mélange et que je suis aussi sujette à tout, je sais pas, toute la culture française. La culture française, à l'époque, si je parle de la télé, de la radio, enfin voilà, la culture pop, on est vraiment dans l'impérialisme culturel américain et qui ne concerne pas que les Français des années 80, qui concerne les yéyés, par exemple, Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddie Mitchell, enfin voilà. Claude François. Claude François. Là, je parlais vraiment des noms, en fait. Parce que, bien sûr, leur Claude nom, François, oui, c'est ça. Mais si quelqu'un s'appelle, je sais pas, Jean-Philippe Smet, il était belge, mais bon, il a fait sa carrière en France, il chante et il pense à s'appeler le pseudonyme, ce qui est cool pour lui, c'est Johnny Hallyday. Il y a quand même une grande référence, un grand clin d'œil aux États-Unis. Tu vois, donc c'est pas du tout nouveau. Donc moi, dans les années 80, c'est les années en plus Reagan, c'est vraiment Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston. Voilà. Donc moi, je grandis dans ça. Et les Noirs que je vois à la télé, qui sont cool et qui sont respectés, parce qu'il y a d'autres Noirs et qui sont des Africains, ou parfois d'autres Noirs qui sont plutôt des Antillais, dont on se fout, généralement, dont on se moque. Et les Noirs qui sont un peu funky, et qui font rêver, c'est les Noirs américains. Donc, je commence à me dire, eux, ils sont cool. C'est pas des Noirs qui font honte. Ouais. Et donc, c'est ce qui t'attire vers les États-Unis. Comment ça s'est construit, ton intérêt pour les États-Unis, et juste au point de t'y rendre et de t'y installer? Moi, c'est vraiment, par exemple, l'arrivée du câble, MTV, c'est le rap, c'est le R&B, c'est même le Cosby Show, enfin, tu vois, des choses comme ça. Même si j'avais aussi une culture africaine et une culture même afro-antillaise très forte, notamment musicalement.
C'était le rêve américain, mais vraiment banal et pas du tout critique au départ. C'est-à-dire qu'on sait que les Africains-Américains sont dans une certaine galère, mais en tout cas, ils ont comme du swag, tu vois, il y a un côté glamour, eux, ils s'en sont sortis. Et puis surtout, ils sont respectés. On n'est pas en train de leur dire bamboula, on n'est pas en train de leur dire est-ce que tu as déjà vu une girafe ou un lion dans ta vie, est-ce que vous êtes des cannibales, enfin, tu vois. Ouais. Donc, à partir de là, je commence à vraiment tomber amoureuse de la langue anglaise, pour commencer. Mais vraiment en écoutant des chansons, je sais pas, en prenant mes cassettes de Madonna et je m'éplais, je fais des pauses, je vais chercher mon dictionnaire et c'est vraiment comme ça que j'ai appris l'anglais au-delà de l'école. Donc j'adorais l'anglais à l'école, mais je l'ai beaucoup travaillé, notamment par les chansons. Et à partir d'un moment, je me suis dit, je vais y aller, je vais voir par moi-même. Et ce moment-là, c'était aussi le moment où je suis aussi retournée en Côte d'Ivoire, où je n'avais pas été pendant très longtemps. Et donc, j'ai fait ces deux parties pas de l'hexagone, justement, du triangle, presque en même temps. Aller voir ce qui se passait du côté de l'endroit d'où j'étais censée venir et aller découvrir ce qui se passait dans l'endroit où je voulais aller. Et c'est des années plus tard que j'ai fait le lien entre cet hexagone et ce triangle. Au départ, il y avait l'Afrique de départ, il y avait l'hexagone, et puis après, il y a eu les Amériques et les États-Unis en particulier, mais d'autres endroits des Amériques aussi, plein de pays noirs que j'ai découvert dans cet espace géographique. Et c'est aujourd'hui que je fais le lien. Et ce rapport aux langues, tu en parles dans ton livre, j'aime beaucoup cette partie justement où tu parles de... Alors tu dis une phrase, tu dis en anglais je suis libre. Tu dis ça. Et juste avant, tu parles de la langue française, de ton rapport à la langue française avec ta famille et aussi de la langue que parle ta mère à la maison. Comment est-ce que... Enfin, est-ce que tu peux nous réexpliquer comment est-ce que tu te sens libre dans cette langue qui te permet d'avoir une... Enfin, c'est en écho à ton expérience sur le territoire américain, états-unien aussi. Oui. C'est-à-dire que ce miroir états-unien dont tu nous parles, qui est cool, c'est-à-dire que le noir américain, il est plus cool que le noir français. C'est que tu es en train de me dire. Mais le noir français n'existe pas. Il n'existe pas déjà. C'est un Africain, c'est un Ivoirien, c'est un Sénégalais, c'est un Martiniquais, c'est un Guadeloupéen. Il n'y a pas de noir français à l'époque quand on grandit. Nous, on est là et on est là de manière un peu précaire. C'est-à-dire que même, je veux dire, c'est un double mouvement. Même dans la famille, on ne sait pas combien de temps on va rester en France. Et il y a cet espoir de peut-être qu'un jour on va partir. Et on n'est pas des Français et on n'est pas des Blancs. Et moi, administrativement, je suis devenue française tard. Enfin, je ne suis pas née française, même si je suis née en France. Donc, il y a cette précarité par rapport à cette citoyenneté française. Donc, t'es là, mais tu viens d'ailleurs. Mais cet ailleurs, il t'est familier, mais il n'est pas intégralement à toi. Tu vois, il y a une ambivalence, il y a une gêne. Et la gêne, elle passe aussi par la langue. Moi, ma mère, elle m'a toujours parlé djoula et j'ai jamais pu parler djoula. Et je ne me l'explique pas jusqu'à aujourd'hui. Mais tu comprends. Je comprends un peu. Je comprends ma mère. D'accord. Et je reconnais les sonorités. Si quelqu'un parle djoula, je sais qu'il parle djoula, mais je ne peux pas avoir une conversation en djoula. Mais par contre, c'est une langue où je ne peux pas dire qu'on ne me l'a pas parlé. Je connais les instructions, va te coucher, va te laver, va faire pipi, viens manger, ta gueule. Enfin, tu vois. La plus importante des instructions. Je vais te frapper, arrête de pleurer, tu vois ce que je veux dire, tu te fous de moi. Enfin, voilà. J'ai vraiment un niveau très, très enfantin. Mais très tôt, j'ai été placée chez une nourrice et ensuite, je suis allée donc à l'école. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je me dis, c'était ma mère contre la France, en fait. Donc, elle, même si elle m'a parlé, peut-être qu'elle n'a pas fait le poids contre la somme ou la tonne de français que j'entendais. Et surtout, en plus, mes parents faisaient de la génération qui a cru qu'il ne fallait pas qu'on parle djoula. Que si on parlait djoula, ça allait nous empêcher de maîtriser le français. Tu vois ? Donc ça, c'est des réflexions qui me sont venues aujourd'hui par rapport à ce que tu disais, Grâce, qui font que je me suis aperçue que je n'avais pas de langue maternelle, puisque je parle le français, et c'est le français que je parle le mieux comme langue, mais le français n'est pas la langue de ma mère. Donc, et la France n'est pas ma mère. Je crois. Ouais. Déjà, ce terme langue maternelle, moi j'ai un vrai j'ai une langue. Enfin, la langue maternelle, c'est censé être la langue de transmission de la mère, puisque moi j'ai des copines dont c'est le père qui est d'origine asiatique, par exemple, qui ne parle pas du tout la langue une langue asiatique quelconque. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie transmission qui pèse sur les femmes de la langue. Donc c'est pour ça qu'on dit langue maternelle, c'est pour ça qu'on dit école maternelle. D'ailleurs, et ce terme aussi pose problème parce que ça veut dire qu'on remplace. Il y a une députée, il me semble que c'est Sandrine Mazetier qui avait
envisagé de changer le nom des écoles maternelles parce que c'était justement extrêmement stéréotypé. Et là, ce que tu dis sur l'absence de langue maternelle dans ton parcours, enfin dans ton esprit, moi, ça me parle parce que c'est vrai que la langue de ma mère, c'est pas la langue que je maîtrise le mieux. Donc, normalement, une langue maternelle, c'est une langue que tu maîtrises, qu'on dit native language en anglais, c'est-à-dire la langue de naissance. Mais ça veut pas forcément dire que tu la maîtrises. Tu peux parler comme un enfant de 6 ans en Djoula. Et donc, ça veut rien dire de ta maîtrise de cette langue et de sa culture. Exactement. Et en plus, moi, je trouve ça intéressant, cette question de la langue, parce que ça te montre comment, jusque dans l'intimité, cet ordre, on va dire, je sais pas, historique ou symbolique géopolitique aussi, et symbolique, il s'immisce. En fait, c'est ça. Moi, aujourd'hui, c'est comme si, sans vouloir faire de psychanalyse à 2 balles, je me dis, qu'est-ce que je peux dire à ma mère? Qu'est-ce que je peux partager avec ma mère qui, elle, parle le français? Et qui est une langue qu'elle a acquise et elle le parle bien. Mais c'est pas sa langue. Et moi, je parle pas sa langue. Donc, on se parle, on communique. Et qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à se dire, peut-être? Et donc, au-delà des questions vraiment politiques et historiques, on voit à quel point le personnel est politique, en fait. Que des questions qui pourraient être intimes et familiales, non, elles sont aussi liées à ces questions de déplacement, à ces questions de migration, à ces questions de dévalorisation de certaines cultures. Tu vois, je ne sais pas si des gens qui sont anglophones, des enfants anglophones, j'aimerais bien m'interroger sur leur rapport à leur langue. Tu vois, est-ce qu'on a dit à leurs parents ne leur parlez pas anglais? Ils sont encouragés. Je veux dire, les parents qui parlent des langues européennes, de manière générale, sont plutôt encouragés à transmettre leur langue à leurs enfants. Mais ça évolue, tu vois, parce que là, j'ai parlé de l'anglais, on pourrait parler à l'allemand, peut-être même le néerlandais. Je ne sais pas si dans les années 80, le portugais, c'était aussi, tu vois, valorisé que l'anglais. Tu vois, je ne sais pas, le portugais ou l'espagnol, ou même avant l'italien, enfin, tu vois. Donc, il y a des hiérarchies. Aujourd'hui, tout le monde veut parler chinois. Mais je pense que dans les années 80, c'était pas funky de parler chinois, et qu'on n'a pas dit aux parents d'origine chinoise. Absolument. Et là, avec l'évolution de la Chine, maintenant, on prend des cours de chinois, il y a des trucs, enfin, tu vois. Mais je trouve que cette évolution-là, elle est encore à double vitesse. C'est-à-dire que dans certains établissements, il y a des options chinois, et là, c'est bien vu de prendre ces options-là. D'ailleurs, ça remplaçait l'allemand, parce que c'est des classes beaucoup plus... Parce que l'allemand meurt. Nous, on a un département d'allemand à l'université, il y a presque plus d'étudiants, par les doctorants qui sont en train de terminer. Par contre, dans les populations chinoises primo-arrivantes, c'est pas encore... ça n'a pas atteint ces populations-là, dont c'est l'un des attributs culturels pas de naissance, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui arrivent en France qui parlent des dialectes, qui parlent des langues régionales, j'aime pas trop ce mot dialecte, mais qui parlent des langues chinoises qui ne sont pas le mandarin, et c'est pas valorisé, parce qu'on a l'impression qu'ils parlent un patois. Donc c'est à double vitesse. C'est valorisé pour les personnes non chinoises qui apprennent le chinois, mais du coup pas assez pour les personnes dont c'est quelque chose qui vient de leur famille. Et on vous renvoie à l'épisode sur l'appropriation culturelle. Je crois que c'est le moment. et après, juste pour finir, ce qui s'est passé avec l'anglais, c'était que l'anglais, c'était ni le djoula, ni le français. Et quand j'arrive aux États-Unis, et puis quand j'avais déjà commencé des études d'anglais à la fac et tout ça, là, j'ai l'impression de m'individualiser, de choisir. C'est un truc qui vient de moi et de moi seul. Et ça permet une réinvention, ça permet une découverte de soi, tu vois. Et voilà, tu te sens libre. Tu te sens libre. Mais ça me fait revenir, justement, cette acquisition de l'anglais, paradoxalement, me fait revenir au français et me fait revenir au djoula. Ce départ vers les États-Unis me fait réfléchir à la France, et notamment la France hexagonale, et me fait réfléchir à la Côte d'Ivoire. Et voilà, les angoisses, par exemple, de ma mère qui voulait pas me laisser partir parce que pour elle avait déjà quitté la Côte d'Ivoire. Et si j'allais aux États-Unis, j'allais encore plus loin. Et finalement, je suis revenue vers l'Afrique, par le biais des Amériques. Et ça, c'était inattendu. Tu dis page 98, donc j'ai fait mes petites notes. Lorsque je déclare de mon plein gré, je suis enfin devenue noire aux États-Unis, je veux dire que c'est là-bas que m'a été inculquée une certaine fierté raciale. Et j'aimerais du coup que tu nous expliques donc, dans ton parcours. En plus, tu étais aux États-Unis lors des révoltes intervenues à Clichy-sous-Bois en 2005 après la mort des adolescents Ziad Benna et Bouna Traoré, poursuivis par la police. Comment ton regard sur la France, du coup, il a été
enrichi et modifié par rapport à cette question raciale? Alors en fait, juste une petite précision. En vérité, quand en 2005, j'étais à Paris. D'accord. J'étais à Paris, mais j'étais vraiment encore... je faisais des allers-retours entre les États-Unis et la France, mais il se trouvait que j'étais là. Et c'était la première fois que je prêtais autant attention à ce qui se disait dans les médias mainstream. Avant, les médias mainstream, c'était pas... J'en avais rien à faire. Enfin, il y a le journal de 20 heures. C'était pas encore le moment où tu étais vraiment addict aux réseaux sociaux, où tu avais accès à Internet. Enfin, moi, j'avais pas accès à Internet régulièrement. Et quand 2005 arrive, quand l'automne 2005 arrive, j'écoute tout, je lis tout, tu vois, je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui se passe? Moi, franchement, j'étais aux États-Unis depuis 5-6 ans déjà à l'époque. Et franchement, c'était la fête. J'avais découvert plein de choses, je prenais des cours hyper intéressants, j'avais rencontré plein de profs qui m'avaient motivé, qui m'avaient interrogé sur mon nom de famille, par exemple, qui disent mais tu t'appelles Soumaoro, tu viens de Côte d'Ivoire, est-ce que tu connais ta famille? Et puis là, ça remue plein de choses que j'ai entendues familialement, plein de choses que ma mère, par contre, m'a transmises, mais auxquelles je n'avais jamais prêté attention et auxquelles je n'avais jamais donné de valeur. Et là, j'ai un prof qui me dit en gros, c'est un truc de fou, tu t'appelles Soumaoro, t'es une vraie Soumaoro. Là, tu dis, ah ouais, je suis une Parce vraie que c'est Soumaoro. une famille, Soumaoro, qui historiquement a beaucoup de... Oui, alors les Soumaoro, pour le mythe fondateur de l'Empire du Mali, il y a la grande opposition entre Soundiata Keita et Soumaoro Kanté, enfin voilà. Donc, et les Soumaoro dans ma région, en Côte d'Ivoire, donc bien des siècles après Soumaoro Kanté, on est des descendants, voilà, de rois. Enfin bon, je suis une princesse. Vous pouvez faire la révérence. Ce chemin, ça fait un quart d'heure en fait qu'elle prépare cette sortie. Vous pouvez vous incliner. Voilà, on a même des... Non, mais nous, on est républicaines, nous. Moi, il me reste des restes, tu vois, j'ai des restes aristocratiques. Enfin, tu vois, non, mais dans ma famille, il y a même des captifs et tout ça jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui ont intégré, la famille, mais de manière, enfin, par le biais de l'esclavage. Enfin, voilà. Et donc, tout ça, au départ, ça ne compte pas. Quand on me dit ça en France, nous, on grandit en cité, on est hyper pauvres. Si tu me dis que je suis une princesse, enfin, si ma mère me dit que je suis une princesse, ça ne veut rien dire. Une princesse, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle vit dans un château, elle vit pas dans la Thèse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la Hesse, tu vois. Donc, je comprends pas. Et quand j'arrive aux États-Unis, on me dit, mais regarde, recherche. Et là, je commence à lire plein de choses. Tu vois, là, je commence à lire plein de choses. Donc, en 2005, il se trouve que je suis à Paris et j'entends ces mots, pas ces mots, mais ces noms, tu vois, Traoré, j'entends Zied Benna, Mouitine Altoun, enfin, tu vois, des gens auxquels tu peux t'identifier. Clichy-sous-Bois, ghetto, c'est ghetto, enfin, tu vois, et tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pour la première fois, je commence à m'interroger intellectuellement, tu vois, et presque politiquement sur cette situation française. Alors qu'avant, moi, j'étais vraiment une américaniste pure et dure. Je travaillais sur les États-Unis, je travaillais sur la Caraïbe anglophone. Et là, en 2005, ça a vraiment été un tournant parce que c'est comme si je m'étais dit, mais si j'étais restée et si je n'étais pas partie, qu'est-ce que je serais devenue en France hexagonale et quel genre de noir serais-je devenue? Et là, je suis rentrée en mode noir, je sais pas, digne, tête haute. Et c'est la première fois que je me suis dit, ça suffit. Ça suffit, ce discours et ces visions, mais complètement incroyables et complètement déconnectées de la réalité de nos expériences. Alors justement, tu parlais de l'actualité qui t'a frappé en 2005. Cette année 2020 est un peu comme un miroir de ce qui s'est passé à l'époque en France, puisque elle a été agitée par une actualité tragique, la mort de George Floyd, qui a poussé la France à mettre sur le devant de la scène ses propres problèmes de racisme. Toi qui navigues entre la France et les États-Unis, comment tu analyses cette onde de choc transatlantique ? Mais là, je pense que ce qui est hyper intéressant dans cette séquence qui a commencé depuis George Floyd, la mobilisation autour du comité Adama et tout ça, c'est que c'est vraiment, je sais pas, des fois ça fait un peu plaisir parce que vraiment ça donne du sens, ça donne corps à plein de questions que moi, personnellement, j'explore depuis 20 ans au niveau de l'université, où on te dit, vous dites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Ce qui s'est passé avec George Floyd et le comité Adama, c'est qu'en fait, la France, elle s'est prise à son propre jeu. Elle a tellement l'habitude de couvrir les États-Unis. Elle a tellement l'habitude d'utiliser les États-Unis en tant qu'outil rhétorique pour dire que les États-Unis sont racistes et donc nous ne sommes pas racistes, que là, en couvrant aussi massivement George Floyd, la mort de George Floyd, elle a donné l'occasion au comité Adama, qui est un comité parmi les autres. Aujourd'hui, il est hyper puissant, hyper connu. Mais le comité Adama, il existe depuis 2016.
C'est 4 ans plus tard qu'il Donc explose. depuis la mort d'Adama Traoré, qui est mort mort après avoir été arrêté par des gendarmes le 19 juillet 2016. Voilà, donc en 2016, le comité Adama ne compte pas. 2017 non plus, 2018 non plus, 2019 non plus. Et là, en 2020, le comité capitalise. Ça ne veut pas dire qu'il l'exploite de manière éhontée. Il capitalise la couverture médiatique mainstream d'un crime raciste commis par des policiers aux États-Unis pour dire non, maintenant ça suffit. Vous n'allez pas pouvoir continuer à utiliser les États-Unis pour vous dédouaner de la France. Et c'est ça, c'est cette configuration complètement, on va dire, presque magique, mais en fait qui nous renvoie à cette tradition française de regard tourné vers les États-Unis. Quand on reproche au comité Adama de regarder les États-Unis ou toutes les personnes et tous les collectifs depuis longtemps, ils existent depuis les années 80 au moins, le collectif Ali Ziri, Urgence, notre police assassine, Vivolé, la marche de 83 et Toumi Djaïdja qui part d'un cas de brutalité policière, tu vois. Donc tout ce qui a été nié pendant longtemps, là, le comité Adama dit ce n'est pas possible, ce n'est plus possible de le faire. Et quand la France a dit qu'on... Juste fais une pause, je rappelle qu'on a reçu ici Nasser Haghani pour parler de la marche de 1983, on a aussi reçu Amal Bentounsi pour parler de son frère Amin Bentounsi qui est mort en 2012. Voilà, Urgence, notre police assassine, tu vois. Et en fait, dire aujourd'hui qu'on ne peut pas faire le parallèle, c'est complètement ridicule parce qu'on peut faire des comparaisons sur tout. Enfin, si je dis Grace et Rokhaya, je vais vous comparer, ça ne veut pas dire que Grace et Rokhaya sont la même personne. On va dire elles sont comme si, toutes les deux font kiff ta race, mais chacune fait des choses différentes. Enfin, tu vois, c'est ridicule. Et en plus, la France, elle est dans un grand déni historique puisque la France, elle a toujours regardé les États-Unis. Quand les États-Unis se rebellent contre la puissance coloniale britannique, la France envoie des troupes et c'est le général ou colonel Lafayette qui envoie des troupes et qui est un héros aussi aux États-Unis, qui a une statue à Washington, la capitale des États-Unis. Quand Jean de Crèvecoeur, en 1782, écrit de la démocratie aux États-Unis, ou peut-être que j'ai un peu charcuter le titre, il est impressionné par ce nouvel État-nation qui émerge et il regarde comment ça va se passer. On est à la fin de la guerre d'indépendance. T'as, je sais pas moi, Alexis de Tocqueville, 1830, qui regarde les États-Unis, qui parle de l'esclavage aux États-Unis, sans trop parler de celui de la France, mais qui parle des États-Unis. Donc, ça fait longtemps que la France, elle regarde les États-Unis. Quand on parle du mouvement yéyé, tu vois, voilà, on a parlé de Johnny Hallyday, tout ça. Là. Quand il y a le jazz, quand il y a le chewing-gum, quand il y a le Coca-Cola, quand il y a le programme de l'ambassade des États-Unis qui s'appelle Young Leaders, auquel on reproche souvent à Rokhaya d'avoir participé, mais quand c'est Jacques Chirac qui participe, ça pose pas de problème. Sarkozy, et quand Nicolas Sarkozy... Enfin, voilà, tu vois. Donc, toute cette généalogie... en 2020, on dit non, mais c'est pas possible. Mais comment ça, c'est pas possible? Donc là, la force et peut-être l'intelligence de la stratégie du comité Adama, c'est de dire non, cette fois-là, vous n'allez pas nous la faire. Et c'est pas, il y a rien de nouveau. Les images de George Floyd, aussi horribles soit-elle, ne sont pas les premières images de brutalité policière auxquelles on a eu accès. C'est juste une configuration qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force différent et qui déclare simplement la fête est finie. La fête est finie. En 1992, quand ça brûle à Los Angeles, c'est aussi suite au tabassage en règle de Rodney King par des policiers. Et il y avait des images. Il y avait des images. Et les émeutes de South Central en 1992, elles ne commencent pas au moment du tabassage. On a eu les images, elles ont circulé à travers le monde et les gens ont encore fait confiance à la justice. Malgré ces images, les policiers ont été acquittés. Ben, c'est là que ça commence. 2005, c'est pareil. Les émeutes, les émeutes ou les soulèvements ne commencent pas seulement le soir de la mort de ces deux petits. Elles commencent à partir des insultes, à partir de la transformation de la vérité. Et à partir du moment où la police aussi intervient dans une mosquée. Le lendemain de leur mort. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, voilà, c'est juste, non, la fête est finie, c'est terminé. Est-ce que tu penses que, comme je l'ai lu, c'est le MeToo de l'antiracisme? Parce que là, tu parles d'un déni qui, brutalement, est impossible. C'est-à-dire qu'on peut plus se dire non, c'est importé des États-Unis, cette violence, que ça n'existe pas en France, que nous, on n'est pas racistes, etc. Là, ce discours, est-ce que tu penses que c'est le début d'un mouvement? C'est la continuité d'un mouvement. En fait, Assa Traoré, elle est sur les épaules de tous ceux qui l'ont précédée.
de tous ceux qui l'ont précédé. Et je pense que même la marche de 1983, d'un point de vue des chiffres, avait convoqué ou avait rassemblé plus de monde. Donc, en fait, c'est une généalogie. Moi, je veux bien, et vraiment, je lui souhaite toute la force et toutes les victoires et tout le courage possible à Assa Traoré et tout le comité. Mais je sais, de toute façon, ça se voit, je sais qu'elle est consciente de la généalogie dans laquelle elle s'inscrit. Si elle y arrive aujourd'hui, c'est parce que des gens se sont bougés avant. Et depuis les années 80, et je pense qu'il y a eu une accélération depuis 2005, il s'est passé tellement de choses qu'aujourd'hui, elle a assez de force et c'est vraiment bienvenu, c'est vraiment heureux qu'elle ait pu enterrer à ce point SOS Racisme qui avait complètement dévoyé les velléités de 1983. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est vraiment avec ce qui s'est passé, avec l'ampleur de ce mouvement, enfin le coup d'accélérateur, j'espère que les choses ne vont pas se passer comme elles se sont passées après 1983. Voilà. Je ne suis pas un maigre. Je suis, dans l'acception populaire, je suis quelqu'un de gros. Oui. Est-ce que je vais commencer à dire... Si on dit que je suis gros, je suis victime. Il faut supprimer le mot gros. Il faut alors déjà on dit obèse ou on dit en excès de poids. Oui, oui. Bon, c'est ce que j'appelle on n'ose plus dans notre société. De moins en moins. Non, mais quand on ne nomme plus les choses, on ne nomme plus non plus les phénomènes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'incivilité, je suis d'accord, mais un gros, c'est pas la même chose parce qu'un gros, c'est un fait. Un nègre, une folle, c'est pas le même registre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le noir si vous dites à un noir qu'il est un noir, il a pas de souci. Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il a pas de souci. Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle. Si tu dis à un noir, tu es un nègre, c'est pas la même chose de dire à un gros, tu es un gros. Ça, faut le garder. Non mais pardonnez-moi, c'est pas le même registre. C'est ça la difficulté, c'est pas le même registre. Je globalise parce que je dis qu'on n'ose plus nommer les choses. Et quand on n'ose plus nommer les choses, parce qu'on a peur des conséquences, c'est tout. Oui. Bon, écoutez, c'est un sujet, je voulais votre avis là-dessus. On va pas en faire l'essentiel de l'émission. Ça, effectivement, rappelle autant on emporte le vent. Alors, c'était sur CNews le 26 août dernier. C'est la voix du journaliste Gérard Carrero qu'on entend se plaindre de ne pas pouvoir prononcer le mot nègre parce que il y a justement d'ailleurs, il l'a fait sans conséquence. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de problème en réalité. C'était suite au fait que le roman d'Agatha Christie soit rebaptisé Ils étaient 10. Et en fait, en ce moment, on assiste à un débat un petit peu vraiment nourri par une forme d'angoisse sur ce qu'on appelle la pseudo-cancel culture, où la crainte de voir des statuts déboulonnés et les personnalités accusées de racisme, de sexisme, de transphobie, qu'elles soient effacées carrément de la sphère publique. Il y a une tribune qui est, je cite, contre la montée de la censure culturelle, qui a été signée par 150 intellectuels, d'abord diffusée aux États-Unis, puis dans le monde, en France. Et là, aujourd'hui, effectivement, il y a vraiment cette angoisse depuis quelques mois de voir les minorités prendre le pouvoir et empêcher la majorité de pouvoir s'exprimer comme elle l'entend. Comment t'analyses tout ça, toi ? Mais c'est tellement fou. Non, mais déjà, l'extrait, il est tellement ridicule. L'argument avancé, mais est tellement bête. C'est de la stupidité. Enfin, je veux dire, comparer on va dire comparer une apparence physique à une identité construite par l'histoire et par les sociétés. Je veux dire, si on en est là, t'as envie de dire, viens prendre mes cours. Enfin, voilà, je donne des cours. Moi, je crois au service public, je suis fonctionnaire et j'enseigne pour tout le monde, gratuitement. Tu viens en auditeur ou en auditrice libre et tu vas apprendre certaines choses. Dire gros et nègre, on ne dit pas la même chose. Et justement, ça me permet de parler de cette identité nègre ou noire qui n'a rien à voir avec l'essence. C'est pas seulement du physique. Évidemment qu'il y a il y a le corps et l'apparence du corps, mais on peut... Je veux dire, c'est là qu'on va parler du métissage, c'est là qu'on va parler du phénomène de passing, tu vois, être perçu... comme membre d'un groupe auquel on n'appartient pas, en vérité. Donc, on n'est pas dans la biologie. C'est pas de la biologie. Quand on parle de noir et de blanc, pour rester schématique, on peut parler de tout ce qu'il y a entre. Quand on parle de noir et de blanc, on parle depuis un moment précis de l'histoire qui a donné un sens particulier à cette perception, souvent erronée. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est erroné. Il y a le cas de cette femme en Afrique du Sud qui est née noire ou métissée dans une famille blanche. Et c'était un cas
a parfois, parce que la génétique peut faire ça. Ses 2 parents étaient blancs, il y a eu du sang noir dans sa famille à un moment donné, on ne sait pas quand, et elle, alors qu'elle avait 2 frères qui étaient vraiment blancs, elle est sortie métisse. Et elle se retrouve métisse dans une famille blanche. La galère. Juridiquement, ses parents sont vénères, mais se battent au niveau de la justice pour faire reconnaître l'identité blanche de leur fille, puisque c'est leur fille. Ils l'obtiennent. Légalement, elle est blanche, mais dans son corps, elle ne paraît pas comme blanche. Donc, dans l'école, il y a une galère. Les parents blancs ne veulent pas avoir cette petite fille noire. Enfin, voilà, c'est un cas connu. Donc, quand on parle de la race, on ne parle pas de la biologie uniquement. On ne parle pas de l'essence. On parle du sens qui a été, le sens et la signification qui ont été donnés au regard que l'on porte sur les corps. Donc, aujourd'hui, dire si je suis gros, eh ben, je peux dire noir, c'est tellement de mauvaise foi parce que justement le silence, il est sur ces identités racialisées négativement. Tout le monde est racialisé, les blancs sont racialisés, mais positivement. Et ceux qui ne sont pas blancs sont aussi racialisés. Et ceux dont on ne parle pas, c'est notamment les blancs. On peut dire noir, on peut dire arabe, on peut dire asiatique, on peut dire rome, on peut dire musulman, on peut dire tout ça. Et dès qu'on parle de blanc, de quoi parlez-vous? Et donc justement, moi, ce silence brisé, et bien sûr qu'il était attendu pour certains, parce que ce silence, il garantissait le confort de certains. Et maintenant, c'est comme si tu sortais les dossiers, tu sors, maintenant on va parler des vrais bails, et si on commence à parler de cette organisation socio-raciale de nos sociétés, on est en train de parler d'égalité, on est en train de parler d'équité et de justice. Et donc, si on est vraiment dans le pays de liberté, égalité, fraternité, pourquoi est-il si impossible d'avoir ces conversations? Et je pense que ces conversations, elles mettent à jour les fonctionnements fondamentalement racistes et inégaux de notre société. Et les personnes qui en parlent sont les personnes qui veulent résorber, qui veulent rendre notre société plus égalitaire. Alors pourquoi on nous prend la tête? Moi, ce qui me fascine, c'est l'énergie qu'ils mettent. C'est-à-dire que le mec, il a parlé quand même pendant 1 minute 30 pour nous expliquer que vraiment, c'était super dur pour lui de sentir qu'il n'avait pas le droit de dire nègre, comme si c'était hyper important. Mais moi, c'est vraiment cette énergie-là me fascine. Non, mais moi, elle me fascine, mais c'est celle-là qui révèle tout. S'il n'y avait pas d'enjeu, ça serait facile d'en parler. Si à ce point, on veut maintenir cette chape de plomb, ce silence, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue. C'est ça que ça démontre. Parce que sinon, ils ne se prendraient pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? Avant toutes ces questions, c'était pas un sujet, tellement on n'avait pas de force, tellement on n'était rien. Exactement. Et maintenant, ils sont obligés de considérer des avis contradictoires. Et ça les saoule parce qu'ils savent très bien, même inconsciemment, ce qu'il y a à perdre. Si on redistribuait les cartes, ça sera plus le même. C'est une question de confort. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas de privilèges. S'il n'y avait pas de privilèges, vous ne vous battriez pas autant pour les conserver. Moi j'ai un point terminologique, est-ce qu'il y a une traduction pour le N-word en français? Parce que moi, depuis que j'ai lu ton texte que tu as signé avec Mme Fatou Niang sur la question du barbouillage, et du coup, je n'utilise plus le mot blackface, puisque comme vous l'avez bien écrit, il faut ancrer cette pratique et ce problème dans notre territoire hexagonal. Et du coup, d'utiliser un mot qui est français, c'est important pour nous dire que en fait, c'est pas qu'un problème importé des États-Unis, comme on en a parlé tout à l'heure. Le racisme, c'est pas un problème états-unien. Est-ce que pour le N-word, il y a une traduction qu'on peut dire en France? Je ne dis pas parce que là moi je dis N-word. Est-ce que toi tu aurais une idée de... En fait, pour moi c'est un peu plus complexe parce que le N-word c'est vraiment, là je vais le dire en France, c'est nigger. Nigger c'est pas negro. Negro c'est pas colored. Colored, c'est pas Ethiopian. Ethiopian, c'est pas black, c'est pas African American. Il y a toute une généalogie de termes qui ont été utilisés pour désigner les Noirs aux États-Unis. Et vraiment, nigger, c'est un terme péjoratif. Très péjoratif. En France, il y a aussi toute une chronologie autour de l'utilisation des termes. Et le terme nègre, parfois, il a été utilisé de manière péjorative, mais il n'a pas toujours été utilisé de manière péjorative. Le terme qu'on ne peut pas utiliser, et là, heureusement que je ne l'entends pas tous les jours, c'est négro. Là, négro, on ne peut pas se cacher. On ne va pas dire, non, mais en 1930, on disait négro. Non, quand on disait négro en 1930, c'était pas nègre. Si on parle de la revue Nègre, par exemple, si on parle, je sais pas moi, de l'esclavage des nègres, tu vois, c'était pas de l'esclavage des négros qu'il a dit Montesquieu. Enfin, voilà. Donc, je sais pas si on pourrait trouver l'équivalent, parce que parfois, c'est ambigu, même au niveau de la traduction. Nigger, c'est pas nègre.
Nigger, c'est négro. C'est négro, c'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, aujourd'hui en France, si on utilise le terme nègre en 2020, là, on se fout du monde. Enfin, tu vois, là, c'est péjoratif. On pourra pas s'en sortir. Et même quand on utilisait le terme nègre et les termes négros, quand on regarde la négritude, comment dire, Césaire Damas, Senghor, enfin voilà, toutes ces personnes qui sont identifiées comme les pères de la négritude, même si c'était pas les seuls, il y avait les sœurs Nardal par exemple. Eux, ils se soulèvent contre le terme nègre. Donc pour eux, le terme nègre est problématique. Tu vois. Donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais la question, en fait, moi, ce qui me pose problème en France, c'est on n'a jamais le temps, on n'a jamais l'espace. Ne serait-ce que penser. En vérité, toutes ces questions, elles sont complexes. Et on va te dire pour ou contre, ci ou ça, ou ci ou ça. Alors qu'il y a un manque de culture, un manque de connaissances qui fait qu'on n'arrive même pas à parler de ce dont on est en train de parler. Tu vois, nègre, est-ce que c'est négro? Est-ce que nègre, c'est nigger ou de N-word en anglais? Enfin, tu vois, on pourrait réfléchir à tout ça. On n'a même pas le temps. Tellement les gens sont juste basiquement et stupidement racistes et on est là, t'as envie de leur dire... Moi, j'aimerais un petit précis, Maboula Soumaoro, pour les mots. comme ça, Non, mais moi, j'ai découvert, par exemple, en regardant le documentaire de Rokhaya Diallo... De Rokhaya, pardon. Non, mais je dis Rokhaya Diallo quand j'en parle. Où sont les Noirs, que le mot dénigré, il avait une étymologie raciste. Et donc, du coup, maintenant, je réfléchis à 2 fois avant d'utiliser ce mot, parce que ça résonne. Je me dis, je peux dire dénoncer, je peux dire dégrader, je peux dire... En fait, la langue française est très riche. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser ce mot et de rappeler à chaque fois à quel point il est associé à le fait que rendre noir... c'est c'est dégradé, quoi. Voilà, oui. Non, mais tu vois, il y a plein de choses comme ça. Si tu dis, je sais pas, ça existe en français, des chinoiseries. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire des chinoiseries? Genre, non, c'est juste un mot, mais vous... Non. Le fait de rire jaune, tu par vois, exemple, ça aussi. Voilà, où il y avait un truc, comment on dit, une ruse de Sioux. Oui. Ouais, c'est ça. Une ruse de Sioux, mais ça va pas. tu vois ce que... Et les gens, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, et t'imagines, après les gens vont te dire, mais vous voyez le racisme partout. C'est ça. Mais parce qu'il est partout. Il est structurant. Vous comprenez pas à quel point on est vraiment au début du début, même s'il y a des siècles de remise en question. Les gens, l'argument facile, on ne peut pas regarder, et juger le passé avec nos lunettes du présent. Mais quel mytho! Parce que on fait que ça. On fait que ça. Et à toutes les époques, de toute façon, il y a des gens qui ont contesté cet ordre socio-racial. Moi, quand on dit on ne peut pas regarder ça avec les lunettes du présent, je pense que ça dépend du point de vue, en fait, parce que les gens, quand on dit on, ça veut dire qu'on considère que le point de vue des personnes qui étaient opprimées n'existe pas. Exactement. Parce que de leur point de vue, ça a toujours été dégueulasse, en fait. Exactement, et ils l'ont toujours dit, et ils ont été plus ou moins audibles. Donc maintenant, la seule question qui compte, c'est celle du rapport de force. Tu vois, et puis c'est ridicule et c'est vraiment faire preuve d'une énorme mauvaise foi de dire que non, mais le passé, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on célèbre le 14 juillet? Ça fait depuis 1789, on n'a qu'à passer à autre chose. C'est clair. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on commémore? Tu vois, le 14 juillet, où il y a plein d'autres commémorations. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'on en a à faire de Verdun? Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'armistice? Qu'est-ce qu'on en a à faire de la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Non, j'allais dire Dien Bien Phu, mais on n'en parle pas tellement. tu vois, qu'est-ce qu'on en a à faire des attaques terroristes de 2015? Pourquoi on a besoin de 49 jours d'ouverture de procès? Ces jours viennent de commencer. Pourquoi on a besoin de 49 jours pour pouvoir juger des faits qui se sont produits? Et là, je parle d'une histoire très récente. Donc ça veut dire que le passé est important. Mais bien sûr qu'il est important. On regarde tous les jours le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais bien sûr. Alors, Maboula, avec ton livre Le Triangle et l'Hexagone, paru en février, tu avais commencé à en faire la promotion avant le confinement. Et en juin, comme nous l'avons vu, l'intensité des débats sur le racisme a changé. Je vous propose qu'on écoute un extrait intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est bien le problème soulevé par tous ces collectifs qui marchent depuis des années. Vous avez parlé des deux marches organisées par le comité Justice pour Adama Traoré. Ce comité-là marche depuis 2016. C'est pas la marche du 2 juin de cette année qui constituerait la première démarche. Et on pourrait même revenir à 1983 et cette marche lancée par Toumi Jaija qui parlait la fameuse marche des beurs, comme on l'a nommée à l'époque. On l'a nommée à l'époque, mais qui s'était nommée elle-même la marche pour le racisme et contre le racisme et pour l'égalité plutôt, et qu'on a renommée et c'est très malheureux la marche des beurs.
Véronique Jacquier. Oui, madame, vous avez employé un mot qui est intéressant. Vous avez parlé de l'intérêt médiatique qu'on vous portez maintenant. Parce que... Vous portez... Vous. C'est qui vous que les médias. Que les médias vous portent. D'accord, que les médias portent à ces mouvements. Voilà. Mouvement antiraciste. D'accord, mais je ne fais pas partie de ces mouvements. Oui, d'accord, juste pour clarifier. Oui, c'est bien de le préciser. Oui, voilà. C'est bien de le préciser, ça bégaye, ça bégaye. Alors c'était sur CNews. Alors c'était sur CNews le 20 juin 2020. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ce tournant qu'on a vécu en 2020 a affecté ta présence médiatique et ce moment où en fait on a toi ce que je trouve intéressant dans l'extrait, c'est qu'en longueur tu expliques avec une certaine distance l'enchaînement des mouvements antiracistes depuis les années 80 avec la marche pour l'égalité contre le racisme jusqu'au comité Adama, en vraiment te positionnant à l'extérieur, et que cette femme te parle comme si en fait tu venais représenter comme si j'avais un t-shirt c'est ça, Justice pour Adama. Et elle te dit vous, mais vous en fait mais surtout t'as vu comment elle est sauvée par les autres. Bien sûr elle est sauvée, mais vous n'avez pas l'image, les médias, alors que même grammatiquement, ça ne tient pas dans la phrase. Non, juste grammaticalement. Non, mais c'était vous les Noirs. Enfin, soyons sérieux. Vous les Noirs, oui, donc. Je pense que c'est ça. Vous la porte-parole. Ouais. Et en fait, comment toi tu vis justement dans cette médiatisation le fait qu'on n'arrive pas à te dissocier, la chercheuse de ce qu'on imagine être en fait le mouvement noir. Mais c'est ce que je disais en début d'émission. Pour moi, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce dont je parle dans le bouquin. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade de voir la façon dont sont modelés nos regards qui font que des gens te regardent et ne te voient pas, ne font pas la distinction. C'est comme si la fille, cette dame-là, elle me parle. Je suis un corps noir, je suis peut-être une femme, tu vois, ça c'est bon, mais après peut-être que je suis Assa Traoré, peut-être que je suis Rokhaya Diallo, peut-être que je suis Christiane Taubira, peut-être que je suis, je sais pas, Léonora Millane, je sais pas, il y a une noire devant elle, et cette noire, elle avec ses noirs, et c'est de ça dont je parle. C'est incroyable pour moi, on dirait, c'est un cas d'école, c'est un TP, c'est un travaux pratique, tu vois. Donc, je pense que Rokhaya, en plus, ça t'est arrivé récemment d'être confondu à plusieurs reprises avec Daniel Obono. C'est de ça, c'est de cette dimension du racisme dont on parle également. C'est-à-dire que le racisme, c'est aussi l'effacement. C'est aussi la négation de l'individualité. Noir, c'est noir, on veut pas le savoir. T'es pour, t'es contre, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux être même porte-parole du gouvernement. Et tu t'appelles Sibeth Ndiaye, et on va te parler de ta coupe de cheveux, on va te parler de tes habits, on va te dire que tu n'aimes pas la République, on va te le dire comme quoi que tu fasses. Tu peux être la France Insoumise ou la République En Marche, ou tu peux même être FN. Non, ça n'existe plus, je suis tellement vieille. RN. tu vois, c'est ça l'effacement, c'est ça le racisme. Tu n'existes pas en tant que personne. Tu es toujours l'ambassadeur ou l'ambassadrice d'une communauté. Donc les gens sont obligés de t'inviter pour débattre, sont obligés de, je sais pas moi, prendre en compte ton statut, je sais pas, d'universitaire, mais ce statut-là, il te sera toujours contesté. Au début, en théorie, on t'a invité parce que tu as écrit ou tu fais de la recherche sur ceci ou cela. En pratique, t'es une Renoir sur le plateau et tout ça s'efface. Et cet effacement dont tu parles, tu le dis dans ton livre, tu parles d'une parole performative. Ouais. Et parce que là, clairement, il n'y a pas de fact-checking. La dame, elle n'a pas recherché les faits. Elle n'a pas vérifié si toi, t'étais effectivement ou pas membre de ce comité. Mais elle n'a même pas écouté, en fait. C'est ça qui est ouf. Voilà. C'est qu'il y a un long déroulé. C'est ça que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est qu'il y a un long développement. Elle ne l'a pas entendu. Et elle efface. Elle efface, voilà. elle efface. Elle est là, c'est un blocage. Parole. Quoi que tu dises, parce que ta parole émane de ce corps, on ne l'entend plus, on ne la comprend plus. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, qui que tu sois, tu es docteur en civilisation du monde anglophone, à cause de toi, ce corps avec ce statut de docteur, ton doctorat ne vaut rien. Justement, à ce sujet, j'ai un dernier extrait à te passer sur lequel on pourra rebondir. Maboula Soumaoro, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante antiraciste et afro-féministe, on peut dire ça ? Non, je suis maîtresse de conférence. Mais je vais le dire aussi. Parce que je ne fais partie d'aucune association, si ce n'est Black History Month, qui est une association culturelle. D'accord. Alors, c'était l'émission Signe des temps sur France Culture, où tu as été présentée en dépit, en fait, de tes titres réels, et tu n'as, à ce jour, jamais milité dans aucune organisation. Non. Donc ça, c'est un peu la continuité de la conversation qu'on avait commencée. C'est systématique. Je pense que si tu tiens un certain discours,
Parce que c'est pas si simple. Il y a ton corps, il y a ce que tu dis. Et si tu dis certaines choses à partir d'un certain type de corps, il n'y a plus de conversation. Enfin, moi, me dire que je suis une militante afroféministe, mais tu sais, c'est comme si tu me disais, t'as 24 ans. Enfin, je veux dire, j'ai pas 24 ans. Et tu t'aperçois qu'avec des journalistes, il y a des fois, Grâce, tout à l'heure, tu parlais du simple fact-checking. J'ai vu des erreurs que je ne vois pas. On va jamais dire à l'âge de 65 ans, enfin, j'ai pas envie de me comparer à Macron, mais c'est l'exemple qui me vient. À l'âge de 65 ans, Emmanuel Macron est devenu président de la République française. C'est pas vrai. Juste pas vrai. Et ben moi, j'arrête pas de voir des choses qui ne sont pas vraies. On va me donner un âge qui n'est pas le mien. On va me donner un parcours qui n'est pas le mien. On va me dire que j'ai bénéficié. Que des mensonges. Et pourquoi, dans cette profession de journalisme, pourquoi, dans certains cas, pour certaines personnes, la vérité n'a plus sa place ? Pourquoi la vérité n'a plus sa place? Ça veut dire pourquoi la réalité n'a plus sa place? Pourquoi ça tombe sur nous à chaque fois? C'est un hasard? C'est une coïncidence? Non, je me dis non. Bien sûr que si je n'étais pas noire et si j'étais d'ailleurs blanche, je serais traitée différemment. Là, on pourrait dire on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle dit et on aurait un débat intellectuel. Là, il n'y a pas de débat intellectuel parce que c'est comme si les gens étaient aveuglés par ma présence physique. Et c'est pour ça que je parle tellement du corps. Parce que évidemment, dans la question des processus de racialisation, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu. Il y a le genre, il y a même l'orientation sexuelle, il y a la classe sociale, la nationalité, il y a plein de trucs, mais on n'en est pas là, parce que les gens sont en face de toi et pètent les plombs. Comme ils voient une noire, c'est comme si toi, tu essayes de leur parler, tu partages une langue, tu partages une culture, et on dirait que tu es en train de leur parler, allez, je vais faire une mauvaise blague, chinois, tu vois. Ils ne comprennent pas ce que tu dis. Ils comprennent pas, ça ne rentre pas. Il y a un blocage, et là, je trouve que c'est vraiment de l'ordre aussi psychique, psychologique, enfin psychanalytique. En tout cas, c'est du déni. C'est du déni et de la dénégation. Et je voulais juste préciser que quand tu dis que tu n'es pas militante, c'est parce que c'est pas ton métier, mais que évidemment le militantisme c'est quelque chose que tu peux soutenir par ailleurs. Et voilà. Non, mais je dis juste ça parce que quand on présente les gens en médias, on présente d'abord leur métier et pas. Quand tu parles de Jean-Paul Sartre ou de Simone de Beauvoir, qui étaient des intellectuels engagés, est-ce qu'on entend souvent c'était des militants? Non, on dit philosophe, voilà. Et intellectuels engagés, c'était bien, ils ont soutenu ci ou ça, quand tu parles de Camus. Et je suis pas du tout en train d'essayer de dire que je veux être Sartre ou Beauvoir ou Camus, c'est pas ça. Mais je dis que je suis très consciente et très sensible à la façon dont on essaye de me disqualifier et de me rendre illégitime systématiquement. Et on n'a pas nécessairement besoin de remonter jusqu'à Sartre. Aujourd'hui, personne ne présente Alain Finkielkraut comme un militant. Et pourtant, Dieu sait qu'il soutient une certaine idéologie de manière très explicite. Exactement. Et c'est toujours toi qui fais de l'idéologie, c'est toujours toi qu'on met en cause et c'est toujours à toi qu'on va demander de démissionner de l'université de Tours, enfin des bêtises. Désolidariser des tiens, exactement. Fantasmer, puisqu'on ne sait même pas on sait même pas, tu vois. Bon, merci beaucoup, Maboula. On arrive, hélas, à la fin de ce numéro de Kif Taras. Mais moi, j'ai 3000 questions. Il faudrait que je les pose en bonus. Donc, merci, Maboula, d'être venue. Donc, tu es donc civilisationniste. Oui, en fait, c'est même pas... Excusez-moi, c'est pas que j'y tiens à mon titre. C'est pas que j'y tiens. C'est que je vois la différence de traitement. C'est ça. Parce que je suis civilisationniste comme je suis d'autres choses. Mais à quoi ça sert de tout le temps me retirer. C'est ça que je remarque. Et autrice du livre Le Triangle et l'Hexagone, paru aux éditions La Découverte très récemment. Merci. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions, écrivez-nous, écrivez à Maboula aussi. J'ai vu que tu étais sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez aussi lui parler. Elle est sur Instagram il n'y a pas longtemps. Elle n'est pas si vieille, hein. Elle dit qu'elle est vieille, regarde. En fait, elle est sur Insta, elle est sur Twitter. C'est une nouvelle décennie. Il faut se mettre au goût du jour. Alors, vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le compte Twitter Kiftaras ou sur Facebook ou avec le hashtag Kiftaras sur les autres réseaux. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio, réalisé aujourd'hui par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci Rokhaya. Merci Maboula. Merci Rokhaya et Grâce.